Depuis 1852, la France est sous le régime du Second Empire. Le 1er septembre 1870, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier lors de la bataille de Sedan. C'est la chute du régime. Dans l'urgence, la République est proclamée le 4 septembre 1870 à Paris. Un gouvernement de défense provisoire se met en place par les républicains et quelques anciens bonapartistes. Mais Paris est assiégé par les Prussiens et malgré quelques tentatives désespérées pour reprendre le combat, comme celle de Léon Gambetta qui monta dans un ballon pour rejoindre les troupes en passant au-dessus des lignes ennemies afin d'organiser une contre-offensive, les efforts sont vains et la France capitule. Les Allemands, qui ont très moyennement apprécié la manœuvre des Français, réclament de signer la paix avec des représentants légaux et légitimes. Il faut organiser des élections législatives alors qu'une partie du territoire est occupée. De plus, Paris étant assiégé, l'Assemblée nationale et le gouvernement vont finir par s'installer à Versailles. Les républicains font campagne pour continuer la guerre. Avec un programme basé sur la paix, les campagnes et les provinces vont voter massivement pour les monarchistes, qui se retrouvent majoritaires dans la nouvelle Assemblée. Cette dernière nomme Adolphe Thiers, un conservateur, monarchiste modéré, au poste de chef de l'État, qu'on nommera chef du pouvoir exécutif. On ne prononcera donc pas le terme de président pour le désigner. Le retour d'une monarchie semble sur de bonnes voies, mais il y a des priorités pour l'instant. Le 10 mai 1871, il faut signer le traité de Francfort, une véritable humiliation pour le pays et surtout pour les républicains qui auraient préféré continuer la guerre. La France va devoir céder l'Alsace et une partie de la Lorraine aux vainqueurs et verser entre autres plus de 5 milliards de francs équivalent or aux Allemands. Le pays restera par ailleurs occupé jusqu'au paiement de cette indemnité. Paris isolé, Paris encerclé et surtout Paris affamé. La famine commence à faire son œuvre. On mange les animaux domestiques, on y abat même ceux de la ménagerie. Contrairement au reste du territoire, les Parisiens avaient majoritairement voté pour les républicains. Le traité de Francfort est une véritable humiliation. Et pour couronner le tout, le gouvernement et l'Assemblée sont à Versailles, un symbole de l'histoire inacceptable pour les Parisiens. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que les Parisiens se révoltent. Ce sont les événements de la Commune de Paris. À partir du 17 mars 1871 et pendant 78 jours, la ville fait sécession. Les Parisiens mettent en place un système libertaire ou anarchiste avant l'heure, basé sur la démocratie directe. Une législation sociale très égalitaire est aussi mise en place. Après quelques tentatives malheureuses pour reprendre les choses en main, qui se sont soldées par des soldats qui ont fraternisé avec les insurgés, à Versailles, on décide d'agir. Le général MacMahon va prendre la tête de l'armée légale, qu'on nommera les Versaillais, pour lancer une offensive massive contre les insurgés parisiens qu'on nommera les communards. Du 21 au 28 mai, ce sera la semaine sanglante. Les Versaillais progressent dans Paris et exterminent systématiquement tous les obstacles. Les communards se replient en incendiant une partie de la capitale vers les quartiers nord et nord-ouest. Ils sont traqués et la plupart seront éliminés. Au total, on dénombrera au moins 20 000 morts et plus de 30 000 arrestations. Le mouvement socialiste français est pour l'heure décapité. Si Adolphe Thiers est devenu la bête noire de nombreux Parisiens, il devient un héros pour le reste du pays. C'est lui qui a mis la capitale au pli. De plus, dans les mois qui suivent, grâce à quelques emprunts et surtout à la mise en place d'une nouvelle fiscalité indirecte, il est en capacité de payer l'indemnité fixée par le traité de Francfort et il obtient donc un départ anticipé des troupes d'occupation. Thiers devient un libérateur très populaire et il prend conscience que l'opinion publique, surtout parisienne, n'est pas assez favorable au retour de la monarchie. Il se rapproche donc peu à peu des républicains conservateurs. En 1873, Thiers est remplacé par le général MacMahon, un monarchiste convaincu, un homme dur. Vous vous rappelez, c'est lui qui a mis fin dans le sang à la Commune de Paris. Les monarchistes savent qu'ils peuvent compter sur lui pour faire place à un futur monarque. Il ne manque donc maintenant qu'un roi. Mais hélas, c'est la Kélos. Les monarchistes sont divisés entre orléanistes et légitimistes. Le poulain des légitimistes est le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, chassé du pouvoir en 1830, partisan de la branche aînée des Bourbons. Les orléanistes défendent le comte de Paris, descendant de Louis-Philippe, chassé du pouvoir en 1848, partisan de la branche cadette d'Orléans. C'est le comte de Chambord qui est plutôt légitime pour le trône de France. Mais celui-ci est très conservateur, trop conservateur. Il refuse le drapeau tricolore, se méfie du Parlement. Il risque donc rapidement de provoquer une nouvelle révolution. Dans l'impasse, on va décider qu'il est urgent d'attendre. Et on porte donc le mandat de MacMahon à 7 années. C'est l'origine de ce qui restera longtemps le septennat. De leur côté, les républicains comme Léon Gambetta vont sillonner la province française pour convaincre les électeurs du bien fondé d'un projet républicain. Puis, le 31 janvier 1875, est voté par 353 voix contre 352 l'amendement Vallon. Le président de la République est élu par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Cette fois-ci, c'est acté, le régime qui paraissait si fragile et qui devait se métamorphoser en monarchie sera bien une république.
La Troisième République n'aura pas de constitution. Elle fonctionnera grâce à de simples lois organiques. Petit à petit, les institutions se mettent en place. Le système repose entièrement sur le suffrage universel. Universel, encore exclusivement masculin. C'est le Parlement qui est clairement au cœur des institutions. On parle d'un fort parlementarisme. Il dispose de 2 chambres, la Chambre des députés et le Sénat. On dit donc qu'il est bicaméral. C'est le Parlement qui élit le président de la République. L'exécutif est d'ailleurs responsable devant la Chambre, à qui il doit rendre des comptes. Et les parlementaires ont le monopole de l'initiative des lois. La Chambre peut aussi renverser le gouvernement. Le mandat présidentiel est long pour garantir la stabilité du régime indépendamment des rapports de force électoraux. Le rôle du président est secondaire. Il est nommé et il est soumis au Parlement. Techniquement, le président peut dissoudre la Chambre des députés en cas de blocage des institutions. En 1876, des élections législatives ont lieu, et cette fois, ce sont les républicains qui deviennent majoritaires. Désormais, seul McMahon, le président, incarne encore l'idée de la monarchie dans ses institutions. Comme un dernier barreau d'honneur, il va tenter de s'opposer aux républicains en dissolvant la nouvelle assemblée. Mais les Français ne sont pas dupes, et ils renforcent la majorité des républicains à l'élection suivante. Lorsque son dernier appui, le Sénat, bascule du côté des républicains en 1879, tout espoir de voir un retour de la monarchie va s'estomper, et McMahon finira par démissionner. Ainsi, cette fragile république, proclamée dans l'urgence d'une défaite, rapidement tombée aux mains des monarchistes, va finir par s'imposer. La République devient définitivement le régime politique de la France. Et c'est encore le régime le plus long que connaîtra notre pays depuis la Révolution.